Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre webinaire Les jeunes et la consommation de cannabis, paysage au Canada. Je m'appelle Andrés Arisa et je suis avec les YMCA aujourd'hui. On va attendre tout juste quelques petits moments pour que les restes de nos invités nous rejoignent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec deux de mes collègues, Steve Keller et Morgan Crew. Bonjour tous les deux, comment ça va? Ah oui, et toi? Ça va bien, merci. Et toi, Morgan? Ça va très bien, merci. Super, donc on est très content d'être ici aujourd'hui avec vous. On voit qu'il y a pas mal d'invités qui rejoignent à ce moment, donc on va laisser cette diapositive sur l'écran pour quelques minutes et on va essayer de commencer à l'heure, mais pourtant on va attendre si jamais plus de personnes nous rejoignent. Donc on va commencer dans quelques minutes. Bonjour encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue à notre webinaire. Je vois qu'il y a toujours des invités qui arrivent. Donc, pour l'instant, avant qu'on commence, mettez-vous à l'aise. Assurez-vous que votre portable, que votre ordinateur est bien chargé, que votre audio fonctionne correctement. Si jamais vous avez des questions sur comment naviguer notre interface de GoToWebinar, n'hésitez pas à nous laisser savoir. Il y a une boîte de clavardage et je pense que Steve et Morgan, ils sont prêts à vous aider si jamais vous avez des questions. Perfect. OK, donc si vous êtes prêts, Morgan et Steve, on va commencer notre séance aujourd'hui. C'est bon? OK. OK, donc, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à notre présentation Le jeu de la consommation de cannabis, un paysage canadien. Je m'appelle Andrés Arisa et je suis le coordinateur de la région de la Colombie-Britannique pour notre projet qui est mis en œuvre par le YMCA du Grand Toronto et fondé par Santé Canada. Donc, avant que nous commençons, je voudrais prendre un petit moment pour reconnaître que le territoire sur lequel j'ai le privilège de vivre et de travailler, c'est le territoire traditionnel et non cédé des Premières Nations. Le peuple Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh sont depuis des milliards d'années les détenteurs des savoirs autochtones de cette région à présent connue comme Vancouver, et nous les sommes reconnaissants de leur sagesse en tant que gardiens de la terre. Nous sommes conscients du lien d'autrefois, du présent et de l'avenir, dans nos relations continues avec les peuples autochtones de la région du Grand Vancouver. Du coup, Steve et Morgan, est-ce que vous voulez nous en parler un peu d'où vous venez aujourd'hui?
Oui, merci. Merci Andrés. Je m'appelle Steve et je suis le développeur des programmes scolaires bilingues pour le programme. Et aussi, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître que je fais cette présentation à partir de Peterborough, Ontario, sur le terre des Anishinaabe de Mississauga, adjacente au territoire haudenosaunee. Je leur suis reconnaissant de leur contribution au renforcement et l'amélioration de notre communauté et je suis reconnaissant de l'occasion qui m'est donnée de m'adresser à vous tous depuis cette région. Merci, je m'appelle Morgane Grou. Je suis seulement ici pour répondre aux questions. Si vous avez une question, mettre dans le chat et je peux répondre. Super, merci beaucoup. Donc, pour commencer, je vais juste parler un peu sur les objectifs que nous avons sur cette séance. Donc, vu que c'est une présentation dédiée aux adultes, on va tout d'abord explorer les tendances et comportements vers la consommation de cannabis sous un prisme de jeunesse en analysant des données des 4 enquêtes nationales. En plus, on va discuter sur les implications en matière d'éducation pour les jeunes Canadiens âgés de 12 à 24 ans. Et on va essayer de fournir aux adultes travaillant avec des jeunes, qu'ils soient des parents, des enseignants, des intervenants de jeunesse, avec des informations qui les aideront à avoir un dialogue ouvert et sans jugement sur le cannabis avec les jeunes. Donc, avant que nous commençons, vu que nous sommes un nouveau programme, je vais prendre juste un petit moment pour présenter notre programme. Donc, le programme de sensibilisation des jeunes au cannabis est une initiative nationale gratuite de prévention financée par Santé Canada et mise en œuvre par les YMCA du Grand Toronto dans tout le pays. Nous proposons des programmes éducatifs de prévention aux jeunes de 12 à 24 ans, ainsi que aux adultes qui sont impliqués dans la vie des jeunes, afin d'accroître les connaissances et les compétences favorisant le développement positif des jeunes. Donc, quelques des services que nous offrons, ce sont des ateliers et des webinaires gratuits, comme celui-ci auquel vous participez aujourd'hui, qui sont adaptés au niveau du développement, c'est-à-dire que les contenus sont en accord au programme d'études provinciales selon le niveau scolaire et qui sont offerts en français ainsi qu'en anglais. Nous avons aussi un centre de connaissances sur le cannabis, appelé le Youth Cannabis Knowledge Hub, qui est disponible en ligne, où les personnes vont trouver des modules autoguidés, où nous offrons aussi également des projets d'engagement avec les jeunes, des initiatives de participation communautaire. Nous venons tout juste en fait de fermer notre concours annuel par et pour les jeunes de sensibilisation en utilisant des médias numériques, où les gens ont vraiment démontré leur créativité en produisant des affiches et de courtes vidéos, en sensibilisant les jeunes au risque de la consommation de cannabis. En plus, nous avons des possibilités d'engagement avec des parents et des écoles et nous faisons partie des comités de partenariat de sensibilisation au cannabis. Donc, si vous voulez en savoir plus, visitez-nous sur notre site internet youthcannabisawareness.ymcagta.org. Donc, à chaque fois qu'on commence une présentation, qu'il soit pour des adultes ou pour la jeunesse, on va parler sur les 3 piliers qui édifient notre programme. Donc, tout d'abord, je vais noter que nous sommes un programme qui est neutre vis-à-vis du cannabis. Donc, quand je parle de neutralité, à quoi je me réfère, Steve? Merci. Après ce programme, la PSJC adopte une approche neutre de cannabis. Alors, ce qui signifie que nous n'encourageons pas son utilisation et que nous ne portons pas des jugements de valeur sur l'utilisation récréative du cannabis. Nous reconnaissons que si les gens peuvent choisir de consommer du cannabis, ils doivent être sensibilisés au risque potentiel de cette consommation. Alors, le programme vise à minimiser les risques associés à la consommation du cannabis et fournissant aux jeunes et aux adultes impliqués dans la vie des jeunes les informations les plus précises et impartiales. Oui, tout à fait. Ce qui nous mène vers notre deuxième pilier. Nous favorisons une perspective équilibrée, c'est-à-dire que nous utilisons ou nous explorons plutôt les risques ainsi que les avantages de l'utilisation du cannabis basés sur des recherches impartielles menées par des ressources reconnues et accréditées. Donc, en fait, on est basé sur des recherches scientifiques et académiques qui se renouvellent très souvent. Et finalement, on est un programme qui vise à minimiser ou à réduire les méfaits associés à la consommation de cannabis. Steve, est-ce que tu pourrais nous en donner un exemple? Bien sûr. On cherche à réduire les méfaits ou minimiser les méfaits associés à la consommation de cannabis. Des exemples de stratégies de réduction des méfaits pourraient être le port d'une casque à vélo ou le fait de regarder des deux côtés en traversant la rue.
Dans le contexte de la consommation de cannabis, les stratégies de réduction des méfaits peuvent consister à s'abstenir de consommer du cannabis avant l'âge de 25 ans, à dessiner une conduite sobre si une personne choisit de consommer du cannabis, ou à utiliser des produits à faible teneur en THC pour pour un nouveau consommateur ou une première consommation. La PSJC encourage les stratégies visant à réduire les risques ou préjudices liés à la consommation de cannabis et en fournissant aux jeunes des informations fondées sur des données probantes et en favorisant le développement sain des jeunes. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette explication. Donc, on a dit, au fur et à mesure qu'on avance dans notre présentation, on va vous proposer quelques questions de sondage pour introduire un nouveau sujet, pour changer vers une autre direction ou juste pour maintenir l'engagement de nos invités. Donc, Steve, si tu veux m'aider à dérouler le question de sondage. C'est pas de problème. La question numéro 1 du sondage, c'est qu'est-ce que le cannabis? Est-ce que c'est une plante utilisée à des fins médicales? Est-ce que c'est une plante utilisée à des fins non médicales et récréatives? Est-ce que c'est une plante pouvant impacter le développement du jeu? Ou est-ce que c'est tout ce qui précède? Qu'est-ce que vous pensez? OK. OK. Et je vais vous donner peut-être 5 secondes. OK. 3, 2, 1, 0. OK. Alors, on va finir. Et voilà. OK, la plupart des personnes sont sur le bon chemin. En effet, c'est tout ce qui précède. Et en fait, on sait que le cannabis, c'est le nom scientifique de la plante de chanvre. Et c'est une plante qui a une utilisation aux usages très variés depuis plus de 5 milliards d'années. On sait que les personnes se sont servies pour extraire des fibres, des protéines, des huiles et surtout les parties inhalables sont les parties qui rendent la plante de chanvre vraiment attirant aux jeunes. On sait qu'ici au Canada, depuis l'année 2000, c'est légal de l'utiliser à des fins médicales. Et plus récemment, depuis l'année 2018, c'est devenu légal pour en consommer de façon récréative. Et c'est surtout parce que les feuilles et les fleurs contiennent une substance psychoactive, connue comme le THC, qui modifie notre façon de penser, de sentir et d'agir, ce qui la rend attirante pour les jeunes. Donc, on a dit au début de notre présentation qu'on allait explorer les tendances et les comportements basés sur les données des 4 enquêtes nationales. À ce moment, je vais prendre un petit moment pour détailler chaque enquête. Et je vais juste vous recommander ou vous encourager au fur et à mesure qu'on avance de vous concentrer surtout sur les tendances, les similitudes, les différences et pas forcément sur les chiffres ou les noms des enquêtes parce que ça peut devenir un peu trop. Et mon intention, ce n'est pas de vous confondre, mais de donner des explications aussi détaillées, mais aussi simples que possible. Donc, déjà, pour commencer, on a vu le résultat de l'enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues, qui est une enquête réalisée par Statistique Canada pour Santé Canada, qui a interviewé de Canadiens âgés de 15 ans et plus autour de 10 provinces. Et au total, par milieu téléphonique, ils ont recueilli des données de 16 349 personnes durant le mois de février à décembre de 2017. Donc, en 12e place, nous avons regardé une enquête encore plus spécifique qui s'est concentrée seulement sur les étudiants, donc une enquête sur le tabac, l'alcool et les drogues auprès des étudiants canadiens. C'est une enquête qui a été réalisée tous les 2 ans depuis 2014. Sa dernière édition, c'était en 2018-2019. On n'a pas forcément vu une enquête réalisée en 2020, mais je pense que c'était à cause de la pandémie. On sait que l'année dernière, c'était vraiment une année différente pour tout le monde. Cette enquête était autrement appelée l'enquête sur le tabagisme chez les jeunes. Et je vais noter que celle-ci a été l'enquête qui a recueilli les plus gros numéros de données parce que son échantillon total comptait de 62 850 élèves de la 7e à la 12e année et au Québec entre le première et le 4e année de secondaire qui ont participé à cette enquête. Et pareil que l'enquête précédente, elle a tenu en compte 10 provinces canadiennes, mais pas les données territoriales ont été tenues en compte. Puis, plus récemment, avec le changement de la loi vers l'utilisation du cannabis à titre récréatif, le gouvernement s'est intéressé à avoir encore plus de comportements au niveau de la société. Donc, ils ont lancé 2 nouvelles enquêtes. L'enquête nationale sur le cannabis, qui est une enquête trimestrielle menée depuis 2018, communiquant des données de tous les 4 trimestres des années 2018 et 2019
et dont sa taille moyenne était entre 5 000 et 7 000 Canadiens âgés de 15 ans et plus. Et finalement, l'enquête canadienne sur le cannabis, une enquête réalisée annuellement depuis 2017, c'est un sondage auprès des Canadiens âgés de 16 ans et plus, dont la taille moyenne de son échantillon est entre 10 000 et 13 000 personnes. Et veuillez noter que celle-ci a été la seule enquête qui a offert des données de toutes les provinces et tous les territoires canadiens. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les noms sont assez pareils, donc ne vous comblez pas trop avec les noms ou les chiffres. On va commencer à explorer un peu qu'est-ce que cette enquête nous sont révélées. OK, question numéro 2. Quel est l'âge moyen auquel les jeunes Canadiennes essaient le cannabis pour la première fois? Est-ce que c'est 12 ans, 14 ans, 16 ans ou 18 ans? Et on va vous donner peut-être 10 secondes. OK, 3, 2, 1. OK, on va finir. Et voilà, la majorité a dit 14 ans. Oui, et en fait, la plupart des personnes, c'est dans le bon chemin, encore une fois, parce qu'on voit en effet que 14 ans, c'est l'âge moyen auquel les jeunes Canadiens commencent à consommer le cannabis. Donc, cet âge correspond à la moyenne nationale de 13,14 ans pour les boissons alcoolisées. Et à ce point, on se demande à quoi ça sert de savoir ça ou pourquoi ça nous intéresse. En fait, on sait que beaucoup de parents, beaucoup de professeurs se demandent à quel âge est l'âge idéal pour commencer à avoir ces conversations avec la jeunesse, avec les enfants. Mais du coup, nous savons qu'il y a beaucoup de parents qui hésitent parce qu'ils pensent qu'ils ne veulent pas ouvrir cette porte, disons, si les enfants sont un peu très jeunes. Mais en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que les efforts de prévention et de sensibilisation ont plus de chances d'une réussite à interrompre et à endiguer la consommation s'ils commencent avant l'âge d'initiation. Donc, c'est-à-dire si on commence à en parler à partir de l'âge de 12, 13 ans, et c'est pourquoi notre programme, en fait, cherche ou vise à servir de personnes entre 12 et 24 ans, parce qu'il y a beaucoup plus mieux de possibilités de changer de comportement. Et en fait, si on regarde à droite, on voit que les différents sondages nous offrent de différents résultats. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aller avec l'âge de 14 ans? Ce n'était pas seulement parce qu'elle était un résultat constant entre 2016 et 2019, alors pendant 4 ans, mais parce qu'en fait, si on regarde l'enquête sur la consommation de tabac, alcool et drogue au niveau général de la population, on voit que pour les personnes qui ont 25 ans et plus, leur âge moyen de consommation était presque 19 ans. Pour les personnes entre 20 et 24 ans, c'était 17 ans. Et pour les personnes entre 15 et 19 ans, c'était 16 ans. Donc, c'est-à-dire où ça nous indique plutôt que les personnes qui étaient des adolescents il y a 10, 15 ans, ils ont peut-être commencé à consommer du cannabis à un âge un peu plus élevé à ce que les adolescents d'aujourd'hui le font. Donc, et de plus, l'enquête canadienne sur le cannabis, il nous montre que l'âge moyen, c'est presque 20 ans, alors que c'est un peu plus élevé à mon avis. Mais il était bien sensible dans la façon de communiquer les résultats parce qu'ils nous ont indiqué en fait que l'âge moyen de première consommation dépend fortement de la tranche d'âge des Canadiens participant à une enquête, ainsi qu'à la répartition des Canadiens au sein des groupes d'âge prédéterminés. Donc, si notamment cette enquête avait un groupe de population plus âgée que de la jeunesse, donc c'est normal que l'âge moyen va être un peu plus élevé. Parfait. Alors, question numéro 3. Quel est le groupe d'âge qui compte le plus grand pourcentage de consommateurs de cannabis au Canada? Est-ce que c'est 15 à 24 ans? Est-ce que c'est 25 à 44? Est-ce que c'est 44 à 54? Ou est-ce que c'est 64? Ou est-ce que c'est 66 ans et plus? OK. On va finir en 3 secondes. 2, 1. OK. Et maintenant, la majorité, on dit c'est 25 à 44 ans, André. OK, c'est intéressant quand même parce que du coup, on voit que c'est en fait les groupes entre 15 et 24 ans qui présentent le plus grand pourcentage de consommateurs au niveau du pays. Donc, voyons ce que ça nous indique. Du coup, on a divisé cette tranche d'âge entre deux groupes et on a vu que les personnes âgées de 20 à 24 ans déclarent les taux d'utilisation les plus élevés, suivis par les personnes entre 15 et 19 ans. Donc, au total, ces groupes, comme un ensemble, présentent ou signalent une prévalence
plus élevé que les adultes de 25 ans et plus. D'ailleurs, ce sondage en particulier a reporté des résultats en tant que masculin et féminin et nous a montré que les hommes ont une prévalence plus élevée que les femmes à consommer du cannabis. Mais du coup, on voit que ce n'est pas forcément l'ensemble de la jeunesse. On va détailler ça un peu à continuation. De son côté, l'enquête canadienne sur le cannabis nous a montré des résultats vraiment très similaires, dans le sens où les personnes âgées de 20 à 24 ans présentaient la prévalence la plus élevée, suivie des gens âgés de 16 à 19 ans. Pourtant, il y a deux petites précisions que je voudrais faire par rapport à cette enquête. La première, c'est que pareil qu'en enquête antérieure, les résultats ont été signalés en tant que selon le sexe à la naissance, et on voit encore que les hommes portent une prévalence plus élevée que les femmes à en consommer. De plus, on voit que cette enquête nous révèle des résultats un peu plus élevés que toutes les autres enquêtes, et c'est peut-être parce que les participants qui ont fait partie de ce sondage, ils ont été informés avant de commencer le sondage que ceci était un sondage qui portait sur le cannabis. C'est-à-dire que les personnes qui en consomment peut-être étaient plus susceptibles de participer au sondage que les personnes qui n'en consomment pas. Et voilà pourquoi on va avoir de taux ou de chiffres un peu plus élevés pour ce sondage en particulier. Et voilà pourquoi je vous ai encouragé au début de la présentation à vous concentrer surtout sur les tendances, les comportements et pas forcément sur les chiffres parce que ça va vous donner mal à la tête parfois. OK, maintenant, question numéro 4. Est-ce que la consommation de cannabis a augmenté ou diminué en fonction de l'âge et l'année scolaire chez les jeunes Canadiens? Qu'est-ce que vous pensez? OK. OK, alors, on va... Oh, merci. OK, alors la majorité sont dit augmente. Andreas? Oui, je pense que 94 personnes ont répondu à la bonne réponse. En fait, on avait dit tout à l'heure que si la consommation augmente avec l'âge, c'est normal de conclure que la consommation augmente selon l'âge et le niveau scolaire aussi. Donc, on va voir comment ça change. Du coup, pour les étudiants qui sont en 7e année, la consommation ne dépasse que le 2,40%, mais on voit que les taux de consommation augmentent avec le niveau scolaire tout au bout de la 12e année à 37,7%. Donc, on voit que en fait, la consommation augmente et je vais noter que celui-ci n'a pas été une étude longitudinale, de façon que ce n'était pas un groupe d'étudiants de la 7e année qui ont été observés tout juste au cours de la 12e année, mais c'était des groupes ou des classes différentes qui ont été tenus en compte pendant la même année ou les mêmes années. Et du coup, on voit que même dans les taux les plus élevés, qui est dans la 12e année, les résultats ne dépassent pas le 40%. Alors, on voit encore cette idée que peut-être les adolescents peuvent avoir parfois que tout le monde les fait, n'est pas forcément quelque chose de vrai. Et on voit en fait que les taux de consommation perçus par les adolescents sont un peu plus élevés que les taux de consommation reportés par ses pairs ou ses amis. OK, question numéro 5. C'est plus difficile que les autres. Alors, la consommation de cannabis chez les jeunes a beaucoup augmenté, a beaucoup diminué ou n'a pas changé de manière substantielle après la légalisation. Qu'est-ce que vous pensez? Et oui, du coup, tu as raison, Steve. C'est une question simple avec une réponse vraiment compliquée. Donc, on va essayer de brouiller les résultats et voir une réponse. On va fermer la question. OK. Et la majorité, on dit, n'a pas changé de manière substantielle après la légalisation. Andreas? Oui, en effet, 3/4 de nos invités ont bien répondu selon les mêmes résultats que nous avons, dans le sens où, par exemple, les différentes enquêtes vont nous montrer les différents résultats. Donc, on va voir tout d'abord. Pour l'enquête nationale sur le cannabis, nous avons vu que la consommation chez les jeunes Canadiens âgés de 15 à 24 ans n'a pas forcément augmenté les mois qui ont suivi à la légalisation. Et on voit en fait qu'il y a une petite réduction, mais elle n'est pas significative ou ce n'est pas substantiel. Mais du coup, quand on a regardé les résultats individuels de chaque groupe d'âge dans ces tranches, on a vu en fait que pour les personnes âgées de 15 à 17 ans, ils ont reporté une baisse de consommation assez substantielle de 19,8% à 10,4%. Mais en même temps, c'est important de remarquer que Statistique Canada a indiqué d'interpréter les résultats avec prudence
parce que la taille de ce échantillon était assez faible et la variabilité était quand même assez grande. Et d'un autre côté, si on a vu les personnes âgées de 18 à 24 ans, on n'a pas vraiment vu une diminution, un changement entre 30,9% et 33,3%. Ça n'a pas forcément trop changé, donc on ne peut pas parler vraiment d'une augmentation ou une diminution dans la consommation. Mais on a vu par contre que pour les personnes plus âgées, tous les groupes ont reporté une augmentation dans la consommation, surtout les personnes âgées de 65 ans et plus. De son côté, l'enquête canadienne sur le cannabis nous a montré une augmentation dans tous les groupes d'âge, y compris celui de 16 à 19 ans. Mais si vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit que cette enquête avait un biais de participation parce que les personnes étaient parvenues auparavant que c'était une enquête qui portait sur le cannabis. Donc, c'est peut-être à cause de cela qu'on voit de résultats plus élevés dans tous les groupes d'âge. Et quand on a vu l'enquête en particulier sur les étudiants, on a vu que la plupart, ou pas forcément la plupart, mais 1,4% de la consommation de cannabis des élèves de la 7e à la 12e année a été reportée en tant qu'une augmentation entre les années 2016 et 2019. Mais on voit aussi ici que la perception de consommation par les pairs peut influencer la décision de consommer. Donc, c'est important, peut-être que c'est une bonne stratégie pour nous en tant qu'adultes de communiquer aux gens que ce n'est pas forcément tous les adolescents qui consomment le cannabis aujourd'hui. Donc, peut-être pour eux, ils pensent en fait, que c'est tout le monde ou que c'est quelque chose de plus généralisé ou plus répandu à ce qu'il est en réalité. Et on est allé encore un peu plus loin et on a décidé de voir si peut-être entre chaque province du pays, on voyait un comportement similaire ou un comportement différent. Et on a vu en fait que tous les comportements sont vraiment différents. Donc, on a organisé nos informations ici, d'ouest à l'est, et on voit en fait que la Colombie-Britannique et le Manitoba ont été les deux seules provinces qui ont reporté une augmentation dans la consommation entre les étudiants. Et pour l'Alberta, Saskatchewan, Ontario, Québec, la Terre-Neuve et Labrador, ils ont reporté un changement pas forcément substantiel. Seulement la Nouvelle-Brunswick et l'île du Prince-Édouard ont reporté une baisse de consommation. Et pour la Nouvelle-Brunswick, on ne peut pas forcément savoir parce qu'ils n'ont pas participé au sondage de 2016-2017. Donc, comme vous voyez, pas forcément un comportement généralisé autour des provinces. Et à partir des données de toutes les enquêtes qu'on a regardées ici, on ne peut pas forcément parler d'un changement de façon substantielle. Ici, je vais changer un peu le sujet et je veux que nous penchions sur le sujet pourquoi les jeunes choisissent-ils de consommer du cannabis. Donc, je ne pense pas forcément qu'il y a seulement une bonne réponse. Donc, je ne sais pas, Steve. Quelles sont les raisons, selon toi, pour lesquelles les gens décident de consommer du cannabis? Moi, je pense peut-être parce que les personnes ont dit c'est pour le plaisir, peut-être. Ouais, quoi d'autre? Par exemple, pour les autres étudiants, les autres jeunes, peut-être il dit pour les médications. Ouais, je pense que là, l'analyse, ouais, tout à fait. Je suis pas sûr. Qu'est-ce que les personnes ici pensent? Oui, voyons si les personnes veulent mettre des commentaires sur la boîte au clavardage. On est curieux de savoir. Quoique j'ai déjà montré les réponses. Mais... Je me laisserai savoir si personne met des commentaires parce qu'en fait, je ne peux pas trop voir. Mais on va voir ici. Du coup, c'est important de noter que la raison pour laquelle quelqu'un peut commencer à consommer du cannabis n'est pas forcément la raison pour laquelle cette personne-là continuera à en consommer. Donc, peut-être quelqu'un a un peu de la curiosité et veut expérimenter avec ses amis. Et du coup, elle développe, vous savez, un goût pour le cannabis et commence à utiliser pour tout et n'importe quelle autre situation dans sa vie. Et donc, dans ces cas-là, on dirait que c'est important à noter. Si la motivation pour consommer change, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. Donc, on sait que c'est une substance assez répandue à niveau de la population au Canada. Voyons ici. Oh, je pense que Steve, il répond là
quelqu'un dans la voie de clavardage. Donc, je vais prendre cette question-ci du sondage. Je peux le faire. Je m'excuse. Alors, question numéro 6. Le cannabis est le premier, le deuxième, le troisième ou la quatrième substance la plus consommée par les jeunes au Canada. Qu'est-ce que vous pensez? OK, alors, plusieurs de personnes disent le deuxième, quelques personnes disent la première. OK, on va la finir. 3, 2, 1. OK. OK, Andrés, la majorité a dit le deuxième. OK. Donc, en fait, c'est tout à fait la deuxième substance. On voit que dans l'ensemble, l'alcool, c'est la substance la plus consommée par les personnes de tous âges au Canada et que le cannabis, c'est la deuxième substance la plus consommée par les personnes entre les groupes d'âge de 15-19 et 20-24 ans. Pour les personnes âgées de 25 ans et plus, le cannabis, c'est la troisième substance la plus consommée après les tabacs. Donc, on voit un petit changement ici. Et ce qui me fait penser, en fait, que c'est important de parler de ce type de programme de sensibilisation que nous vous offrons aujourd'hui, parce qu'en fait, si c'est quelque chose de répandu autour de la société canadienne, ça met en relief que c'est important pour nous d'augmenter les connaissances et la sensibilisation vers le sujet du cannabis. Du coup, l'enquête des étudiants a trouvé des tendances similaires à celles de l'enquête générale sur la consommation de tabac, alcool et drogue, dans le sens où le cannabis est la deuxième substance la plus consommée par les élèves, de la 7e à la 12e année après l'alcool. Et on a dit tout à l'heure que la consommation du cannabis augmente avec l'âge et avec le niveau scolaire. Mais ce que cette partie du sondage nous a révélé, c'est que la consommation de toute substance, en effet, augmente selon le niveau scolaire, pas seulement le cannabis. Et donc, quand je parle de toute substance, je parle de l'alcool et je parle de drogue illicite aussi. Dans sa part, l'enquête canadienne sur le cannabis se demandait si, disons, dans la question antérieure, on s'est posé la question où se plaçait le cannabis en comparaison d'autres substances. Mais ici, ce qu'on a vu, c'est les personnes consommées en combinaison ou en association le tabac et le cannabis ou l'alcool et le cannabis. Et donc, ce que l'enquête a trouvé, c'est que les Canadiens déclarent être plus susceptibles de consommer de l'alcool en combinaison avec le cannabis à ce qu'ils sont de consommer avec le tabac en combinaison. Donc, en fait, on voit que seulement 27% des personnes reportent ne jamais savoir consommer l'alcool et le cannabis, alors que 73% des personnes les ont mélangés au moins une fois au cours des 12 derniers mois, au cours de la même soirée, donc c'est-à-dire dans une fête ou dans le même événement ou dans le même espace de 24 heures. Et on a vu, d'après l'enquête sur les étudiants, qu'un quart de milliard d'étudiants ont déclaré avoir consommé de l'alcool et du cannabis à la même occasion pendant les années 2018 et 2019. Donc, quand on voit les comportements par rapport au tabac, on voit en fait que c'est tout à fait à l'envers. Donc, on voit que 68% des personnes n'ont jamais mélangé le tabac et le cannabis et 32% de la population l'a fait. Pour moi, c'était un peu étonnant d'apprendre ça parce que moi, je penserais qu'une personne qui fume quelque chose est plus susceptible de fumer quelque chose d'autre. Mais en fait, on voit que ce n'est pas le cas. Mais de toute façon, c'est important de reconnaître que la consommation de chaque substance individuellement porte certains risques sur la santé, mais que si on mélange la combinaison ou si on parle d'une combinaison, d'une consommation en association, les risques peuvent vraiment changer, évoluer ou devenir plus sérieux pour la santé d'une personne. Donc, dans le cas de la combinaison de l'alcool et le tabac et le cannabis, pardon, si une personne qui est ivre sous l'effet d'alcool décide de consommer du cannabis, peut-être il va ressentir de la nausée, des envies de vomir et ça ne va pas trop bien se passer. Et si c'est à l'inverse, une personne qui a au début consommé du cannabis et décide de prendre un verre, parce que le cannabis est dans son organisme, l'organisme ne reporte pas ou ne comprend pas forcément qu'il y a de l'alcool qui a entré dans l'organisme. Donc, les personnes ont une tendance à consommer plus d'alcool et à devenir encore plus ivres parce qu'ils ne ressentent pas les effets immédiatement. Et si on voit les risques de consommer en combinaison le tabac et le cannabis, on sait que le tabac est une substance qui est fortement, qui crée une dépendance vraiment très facilement à cause de la nicotine qui est y comprise. Donc, consommer en combinaison augmente fortement les risques de devenir dépendant à une des deux substances, le tabac ou le cannabis. Donc, c'est important de reconnaître tout ce risque-là et d'en parler avec nos adolescents. Magnifique.
Alors, question numéro 7. Laquelle des méthodes de consommation de cannabis suivantes est la plus populaire chez les jeunes au Canada? Est-ce que c'est de manger, de dabbing, de fumer ou de vapoter? Et Andrés, qu'est-ce que c'est le dabbing? Wow, OK. Alors, ça ressemble un peu à fumer parce que en fait, les personnes, ils soufflent une sorte de vapeur, quoi. Mais en fait, la différence, c'est que pour le dabbing, c'est des huiles assez collantes qui sont réchauffées et elles portent une teneur en THC vraiment plus élevée que les feuilles normales de cannabis qu'on fumait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc, ce sont des nouveaux produits qui portent ou qui présentent une teneur en THC vraiment très forte. OK, moment. Peut-être on peut finir. Alors, OK, c'est beaucoup de réponses différentes. Alors, les personnes disent le manger, quelques personnes disent dabbing, fumer, vapoter. Et Andrés, qu'est-ce que c'est la réponse ici? Ben, c'est vrai que vapoter est devenu vraiment très populaire dans les dernières années, mais fumer, c'est la méthode la plus populaire toujours parmi les jeunes. Donc, en fait, on a vu que 3/4 des jeunes préfèrent de fumer, suivi par presque la moitié d'entre eux qui préfèrent de les consommer ou de l'ingérer dans un aliment, suivi par une troisième place de vapoter. Et puis après, en quatrième place, dabbing, suivi par autres. Quand je parle d'autres moyens de consommation, ça veut dire que tout et n'importe quoi qui n'entre pas forcément par la bouche, donc de gel, des crèmes topiques et d'autres moyens. Et finalement, on voit bu parce que maintenant, il y a des boissons infusées au cannabis. Et on voit ici que le résultat de ce graphe ne compte pas ou ne sont pas 100% parce que peut-être les personnes qui ont participé au sondage ont choisi plus d'une réponse comme son méthode ou sa méthode de consommation préférée. On a décidé de voir si les comportements étaient similaires pour toutes les tranches d'âge et on a trouvé que ce n'est pas nécessairement similaire, c'est tout à fait exact. Donc, on voit que dans le même ordre, les 5 moyens de consommation qu'on a reportés antérieurement apparaissent ici, mais mon intention, ce n'est pas de vous montrer ces informations répétitives. C'est que ce qui est important à remarquer ici, c'est important pour les consommateurs de comprendre que chaque moyen de consommation porte des risques différents selon sa méthode. Et par exemple, si je suis une personne qui vise à consommer du cannabis et que je sais que je dois conduire cet après-midi, donc je vais me demander est-ce que ça va mieux si je fume ou si je les consomme ingérés dans un aliment, par exemple. Parce que, et là, je vais me demander lequel va prendre plus de temps pour que je ressente les effets, lequel va rester dans mon organisme le plus longtemps et lequel va me faire sentir un effet plus fort. Donc, je pense que c'est important que les personnes se rendent compte qu'ayant tous ces niveaux ou ces différentes méthodes de consommation, c'est important, pardon, de comprendre les risques que chacun peut poser. OK. Question numéro 8. Quel pourcent des jeunes 16 à 19 ans ont déclaré être incertains des niveaux de THC et CBD dans les produits qu'ils ont consommés en 2020? Alors, le THC ou le tétrahydrocannabinol est le composant psychoactif responsable des effets psychotropes dans la drogue, produisant un état d'euphorie. Le THC affecte le fonctionnement du cerveau et modifie les façons dont nous pensons, ressentons et agissons. Et le CBD ou le cannabidiol, quant à lui, est le composé non psychoactif, ce qui signifie qu'il ne produit pas la sensation de euphorie. Et le CBD est connu pour ses bienfaits thérapeutiques. OK. Alors, les personnes, plusieurs pensent à c'est 31, quelques 24. OK. OK, la majorité, on dit 31. Andrés? C'est drôle parce que c'est une question que je ne sais pas comment les gens pourraient deviner que ça c'est la bonne réponse, mais en effet, c'est 31%. Ou en effet, c'est 30,8% de jeunes âgés de 16 à 19 ans qui ont déclaré ne pas connaître la teneur en THC ou en CBD des produits qu'ils ont consommés. On voit que le taux, c'est un peu moins élevé pour les adultes de 20 ans et plus, mais quand même, un tiers des personnes ne sont pas au courant de ce qu'ils achètent. Et d'un autre côté, un autre tiers des adolescents, ou 35,5% pour être plus précis, ont déclaré avoir choisi des produits en fonction de leur teneur élevée en THC ou faible en CBD.
Donc, ça nous indique que les gens veulent en fait ou cherchent des produits à un fort teneur parce qu'ils veulent ressentir un effet un peu plus fort. Et quelque chose qui est important à leur laisser savoir ici, c'est que des effets ou des produits, pardon, qui ont une teneur très élevée en THC portent des risques plus élevés à ressentir des effets indésirables ou d'affaiblissement dans notre faculté. Et du coup, pour les personnes qui ont moins de 25 ans, on sait que le développement de leur cerveau ne s'achève que jusqu'à l'âge de 25 ans, donc ils courent un risque un peu plus grand d'altération du développement cérébral. Donc, c'est important à leur laisser savoir ça. OK, question numéro 9. Entre 2012 et 2016, combien d'adolescents à 16 à 19 ans décédés dans des accidents de voiture ont été testés positifs au cannabis? Est-ce que c'est 1 sur 3, sur 5, sur 10 ou sur 20? Qu'est-ce que vous pensez? Et pendant que les gens répondent, Steve, je vais juste adresser une question que j'ai vu poser 2 fois. Des gens nous ont demandé si nous pouvons envoyer les diapositives ou la présentation. On va télécharger un enregistrement de cette séance sur notre site Internet. Donc, vous êtes tous les bienvenus d'aller sur notre site et trouver cet événement. Je pense qu'on va envoyer un lien pour l'enregistrement une fois que la séance soit finie. Donc, je suis content de partager ça avec vous. Alors, on va finir. C'est beaucoup de réponses. Alors, quelques personnes disent 1 sur 3, 1 sur 5. Beaucoup disent 1 sur 10. Andreas? Ici, je suis un peu désolé de vous dire que le taux est un peu plus élevé à ce que vous pensiez. C'était en fait 1 sur 3. Et on sait que les accidents de la route sont la principale cause de décès des jeunes âgés de 15 à 24 ans au Canada, selon Statistique Canada. Moi, personnellement, avant, quand j'ai pensé à des accidents de la route, je l'associais directement avec l'alcool. Mais en fait, il a été prouvé que le cannabis diminue les performances de conduite et réduit la capacité de se concentrer sur les compétences motrices. Et du coup, quelques habilités qui sont quand même imprescindibles au moment de conduire, c'est de pouvoir prendre des décisions spontanément, de connaître et savoir comment naviguer la route et lire les signes et les annonces de la route. Donc, ce type de facultés sont quand même affaiblies quand on est pris par le cannabis. On a vu d'après une étude qui a été menée ici dans la Colombie-Britannique que la consommation de cannabis à elle seule augmente de 5 fois le risque d'un accident mortel. Et que si la consommation de cannabis se fait en association avec l'alcool, ce risque-là augmente de 40 fois. Donc, c'est quand même un peu impressionnant. On a vu que ces données proviennent d'une étude qui comparait les statistiques des accidents routières avec des data post-mortem des accidents routières ici dans la province de la Colombie-Britannique. On a vu d'un autre côté, en 2019, l'Association canadienne des automobilistes, ou la CAA, nous a rapporté qu'un quart des Canadiens âgés de 18 à 34 ans avaient conduit sous l'influence du cannabis ou qu'ils avaient voyagé dans un véhicule dont les conducteurs étaient sous l'influence du cannabis. Donc, celui-ci nous porte sur un sujet vraiment très intéressant. Je pense que la question du sondage qui continue était l'une des questions les plus intéressantes que les sondages se sont posées. Donc, Steve, voyons qu'est-ce qu'il nous dit. Question numéro 10 du sondage. Laquelle des raisons suivantes est la plus souvent invoquée par les Canadiens âgés de 20 à 24 ans lorsqu'on leur demande pourquoi ils conduisent après avoir consommé du cannabis? Est-ce que c'est « je n'avais pas d'autres moyens de transport, je ne me suis pas senti affaibli, je ne me pensais pas que je me ferais prendre ». Est-ce que c'est « je pensais que je pouvais conduire en toute sécurité ou je ne devais pas aller loin ». Il y a quand même pas mal de réponses assez créatives que les gens offrent pour cette question. Donc, intéressant de voir ce que nos invités en pensent. Oui, oui. Alors, on va vous donner peut-être 5 secondes. C'est beaucoup de réponses, alors. OK, 3, 2, 1. OK. OK. Intéressant. Andreas? Donc, en fait, on voit que la réponse que la plupart des jeunes nous ont offert, c'était qu'ils ne se sont pas sentis affaiblis. Et du coup, c'est intéressant parce que quand on a comparé toutes les réponses, on voit que 3 quarts d'entre eux, ils ont dit, moi, je me suis
je me suis pas senti en état d'ébriété, suivi par 35,5 d'entre eux qui ont dit qu'ils n'avaient pas très loin à se rendre. Et du coup, 33,8% des personnes ont dit qu'ils ne pensaient pas, ou ils pensaient qu'ils pouvaient conduire prudemment ou en toute sécurité. Certains d'autres, presque 1 sur 5, a dit qu'ils n'avaient pas d'autres moyens de transport. Et finalement, 14,20% d'entre eux ont dit qu'ils ne pensaient pas aller se faire prendre par la police ou les forces de l'ordre. Donc, dans ce point-ci, je veux juste préciser que j'espère ne pas être la seule personne dans la salle qui a entendu dire ça, mais je pense que c'est quelque chose de répandu. Les gens disent souvent, les forces d'ordre n'ont pas vraiment les moyens pour tester pour la consommation de cannabis. Ils peuvent bien tester pour l'alcool dans la route, mais pas forcément sur les cannabis, donc ils ne peuvent pas savoir si je suis pris ou non. Alors qu'en réalité, on a vu que ce n'est pas forcément le cas parce que 2% ayant consommé du cannabis, 2% pardon, de personnes ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois ont déclaré avoir eu une interaction avec les forces de l'ordre liées à la conduite sous l'influence du cannabis alors qu'elles étaient au volant. Donc, c'est important pour nous en tant qu'adultes de rappeler aux jeunes que, numéro 1, si c'est possible de tester pour l'affaiblissement à cause du cannabis. Et numéro 2, si nous sommes des adultes et que nous conduisons, essayons d'offrir de signer ou d'être le conducteur désigné pour les jeunes parce que, comme vous voyez, quand même 20% d'entre eux ont dit qu'ils n'avaient pas un moyen de transport. Donc, s'il y a une façon dans laquelle on peut aider, c'est en leur offrant du transport pour qu'ils ne doivent pas s'exposer à risques innécessaires. Question numéro 11. Est-ce que les jeunes sont plus ou moins susceptibles que les adultes de déclarer avoir conduit après avoir consommé du cannabis? Qu'est-ce que vous pensez? OK, je vais vous donner 5 secondes. Alors, 3, 2, 1. OK. La majorité a dit moins, Andrés. Oh, wow, c'est génial parce que la plupart des fois, quand on pose cette question, les gens nous disent que les jeunes sont plus susceptibles alors qu'en fait, ils sont moins susceptibles. C'est très bien parce que c'est ça exactement ce qu'on veut voir. Donc, d'après l'enquête canadienne sur les cannabis, on a vu que les gens entre 16 et 24 ans sont moins nombreux à déclarer avoir conduit après avoir consommé du cannabis et que les personnes de 25 ans et plus déclarent des taux plus élevés. Donc, deux choses à noter ici. Première chose, que c'est normal parce qu'il y a beaucoup plus de conducteurs dans la route qui sont âgés, qui ont 25 ans et plus. Et d'un autre côté, c'est intéressant quand même de voir que ces groupes-là de personnes, dans les deux cas qu'on a comparés, genre 2 heures après avoir fumé et 4 heures après avoir mangé un gâteau ou un brownie, je ne sais pas, ils sont reportés dans les deux cas des personnes âgées de 25 ans et plus de le faire plus souvent. Mais en même temps, c'est important de noter que l'enquête nous a révélé également une baisse globale des répondants déclarant avoir conduit après avoir consommé du cannabis, passant de 26% en 2019 à 22% l'année dernière, ce qui est quelque chose de très bien qu'on veut continuer à avoir. Oh, pardon. Question numéro 2. Un consommateur de cannabis est plus susceptible de monter dans un véhicule avec un conducteur sous l'influence de cannabis. Est-ce que c'est vrai ou faux? Toutes les personnes disent la même réponse ici. Qu'est-ce qu'on a? Un moment. 3, 2, 1. OK. Toutes les personnes ont dit c'est vrai, Andreas. Ben, je pense que je leur ai donné la réponse tout à l'heure. Mais ils ont raison quand même. Donc, on voit, selon l'enquête canadienne sur le cannabis, que les gens entre 16 et 19 ans étaient 4 fois plus susceptibles de déclarer avoir été passagers d'un véhicule conduit par une personne ayant consommé du cannabis si le passager était également un consommateur de cannabis. Et on voit que pour les personnes entre 20 et 24 ans, le risque ou la probabilité était 3 fois plus susceptible. Donc, ce que nous avons appris en regardant ces résultats, c'est que peut-être les jeunes semblent apprendre l'existence de risques associés à la conduite dans un cadre de risque à niveau légal, mais qu'ils ne sont pas vraiment très au courant des risques à niveau de santé, parce qu'en fait, c'est le même risque de monter dans une voiture en tant que passager ou en tant que conducteur,
si la personne qui est au volant est une personne qui est affaiblie par le cannabis. Donc, c'est important que nous rappelons les jeunes, seulement parce que tu penses que tu ne vas pas te mettre dans un problème parce que tu n'es pas le conducteur, ça ne veut pas dire que tu ne risques pas quelque chose par rapport à ta santé physique, non? Et donc, selon l'enquête nationale sur le cannabis, on a vu, ou cette enquête en particulier, la raison pour laquelle elle a été lancée, c'était pour établir des comparaisons avant la légalisation et après la légalisation. Et pour ce point-ci en particulier, on a vu qu'il n'y a pas forcément eu un changement. Les gens reportent la même probabilité de monter dans une voiture s'ils sont de consommateurs de cannabis aussi. Donc, c'est important de le rappeler, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'une des mesures de stratégie à réduire les méfaits ou minimiser les risques associés à la consommation de cannabis ou toute substance pour ce fait-là, c'est de désigner un conducteur ou de faire un plan par rapport au transport. OK. La prochaine question, numéro 13. En 2019, quel pourcentage des infractions à la loi sur le cannabis concernait la possession de cannabis par des jeunes? Est-ce que c'est 21%, 18, 12 ou 10%? Intéressant. C'est des réponses pour toutes les choses. Alors, on va vous donner 5 secondes encore. 3, 2, 1. OK. Les personnes ne sont pas certaines. Andreas. En fait, c'est quoi la bonne réponse? Je pense que c'est 12%. Oui, tout à fait. En fait, on voit une personne sur 8 une infraction sur 8 à la loi sur le cannabis aurait impliqué la possession de cannabis par des jeunes, ce qui les a rendu la troisième type d'infraction à la loi la plus fréquemment signalée sur la légalisation du cannabis, suivie par la possession de plus de 30 grammes par un adulte ou l'importation ou l'exportation du cannabis. Donc, à ce point-ci, on s'est posé la question, quelles autres infractions liées à la loi vers le cannabis apparaissent-elles qui soient liées à la jeunesse? Donc, on a vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, la possession par un jeune, c'est l'infraction la plus représentée, suivie par l'utilisation d'une personne jeune pour commettre une infraction liée au cannabis, c'est-à-dire utiliser une personne pour porter du cannabis, pour l'offrir à d'autres mineurs, pour utiliser, je ne sais pas, son sac à dos pour traverser la frontière avec les États-Unis. D'après, on voit la vente de cannabis à une personne jeune, suivie par la distribution, c'est-à-dire de façon gratuite. Et on voit distribution à une organisation de plus de 5 grammes de cannabis séché par un jeune. Je ne sais pas quelle organisation va en acheter des jeunes, mais il y en a eu quand même 22. Et finalement, la cultivation, la propagation ou la récolte de cannabis par un jeune. OK. C'est une question difficile encore. La légalisation a donné lieu à plus ou moins d'accusations criminelles contre des jeunes pour des infractions liées au cannabis. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? OK. OK, moment, on va en donner 3, 2, 1. OK, on va continuer. Et voilà, plusieurs de personnes ont pensé c'est plus. Andreas, quelle est la réponse? Oui, c'est intéressant de faire un bilan parce que c'est normal de penser qu'il y a une loi en mesure que ça peut donner plus, mais en fait, la réponse, c'est moins. Donc, on va voir. Entre l'année 2015 et 2019, le taux d'inculpation des jeunes pour des infractions liées au cannabis est passé de 58,7% à 38,83%. Mais en fait, ce n'est pas parce que les jeunes ont commis moins de infractions. En fait, le taux des infractions était un peu plus élevé en 2019 à ce qu'il était en 2016. Mais c'est parce que depuis l'adoption de la loi sur le cannabis en 2018, les jeunes trouvés en infraction sont moins susceptibles d'être accusés parce que la loi, genre, il y a de programmes de diversification, par exemple à Ontario ou à l'île du Prince-Édouard, où la législation porte d'autres façons d'aborder ce sujet au lieu de donner une personne de le faire
l'envoyer aux prisons, par exemple, nous voyons que la province de l'Alberta, par exemple, elle a choisi de ne pas porter d'accusation pour des petites possessions. Et en fait, on voit à niveau du pays que les mesures légales sont plutôt réparatrices à ce qu'elles étaient avant, parce qu'on sait que si on donne un record criminel à une jeune personne, cela peut poser des difficultés pour trouver un travail, trouver de l'hébergement, et que peut-être les risques de rester en commissant de plus des infractions, ça peut augmenter. Et une autre chose que je voulais montrer ici, c'est que malgré les taux de consommation similaires dans tous les groupes raciaux, les communautés noires, autochtones et de couleur sont fouillées, arrêtées, poursuivies et incarcérées de manière disproportionnée pour possession de cannabis. Donc, c'est quelque chose d'important à noter là. Donc, on se dit au début de notre présentation que notre intention était de rester neutre vis-à-vis au sujet du cannabis. Donc, on n'est pas là pour vous dire que le cannabis est quelque chose de bien ou de mauvais, parce que cela n'expliquerait pas forcément le sujet, mais et en fait, parce que toute consommation de cannabis n'entraîne pas forcément des conséquences négatives, mais c'est possible parfois que la consommation de cannabis devienne un problème si elle impacte négativement la vie d'une personne. Donc, dans les prochaines diapositives, on va voir quels sont les risques d'une consommation problématique, quelles sont quelques stratégies qu'on peut auxquelles on peut faire attention et quels sont les risques pour la santé, surtout pour la santé des jeunes. Donc, voyons ici. Tout d'abord, c'est important de reconnaître que la consommation de cannabis existe sur un spectre. Donc, peut-être qu'une personne décide de ne jamais consommer et elle ne va jamais ressentir les effets négatifs du cannabis. Mais disons par exemple que cette personne décide au bout du temps qu'elle veut essayer et elle a un peu la curiosité, mais que cette personne-là consomme le cannabis, mais qu'elle se fixe des limites. Donc, elle se dit, je vais consommer seulement les week-ends, je ne vais jamais le faire seul ou je ne vais jamais le faire en combinaison avec d'autres substances. Donc, cette personne serait sa consommation resterait à faible risque et elle éprouverait très peu d'effets négatifs. Disons qu'au bout du temps, ces mêmes personnes-là commencent à consommer tous les jours et que ça commence à impacter sa performance à niveau scolaire ou au niveau de travail et que ces personnes-là perdent l'intérêt pour d'autres activités. Donc, à ce point-là, on parlerait d'une consommation à risque ou une consommation problématique. Mais est-ce que ça veut dire que la personne est condamnée à éprouver une consommation dépendante, où la consommation ressemble moins à un choix et plus à un besoin? Pas forcément, parce qu'en fait, cette idée de spectre est quelque chose de fluide. Donc, une personne peut évoluer dans n'importe quel sens du spectre, sachant qu'il peut rester dans chaque étape pour une période répandue de temps. En plus, quand on voit les signes d'une consommation problématique, c'est important à noter qu'on peut le voir de différentes façons dans la vie d'une personne. Mais du coup, si on voit un ou deux signes, ça ne veut pas forcément dire que ces personnes-là éprouvent un problème de consommation de cannabis, mais si on voit plus et plus de signes au bout du temps, peut-être que c'est le moment de parler avoir accès au soutien ou chercher d'autres moyens de changer les comportements. Donc, on va voir que ça peut affecter la santé physique ou la santé émotionnelle, les comportements d'une personne ou son état psychologique. On va voir, il y a pas mal d'informations ici, donc je vais me pencher seulement sur ce que nous, en tant qu'adultes, pouvons faire attention pour faire un bon suivi de la vie des jeunes. Donc, par exemple, au niveau physique, si on parle d'une fatigue inexpliquée au cours de la journée, une somnolence ou un changement d'appétit, parce qu'on sait en fait que le cannabis accélère énormément le métabolisme, donc on voit que les personnes aiment bien manger. Du côté comportemental, si peut-être une personne dépense plus d'argent ou plus de temps que prévu pour consommer du cannabis, ou si elle enfreint la loi pour consommer du cannabis, ou s'il y a des conflits avec la famille ou les amis. Au niveau émotionnel, si cette personne-là éprouve un peu l'anxiété ou que ses résultats au niveau scolaire ou professionnel ne sont pas optimes, et du coup, si cette personne-là éprouve un intérêt accru pour des activités à forte excitation ou à faible effort, ce sont des traits auxquels on peut faire attention. Et finalement, au niveau psychologique, on pense souvent que c'est difficile de s'en apercevoir, mais en fait, si on voit qu'une personne démontre une incapacité d'arrêter de consommer malgré les vouloirs, ça c'est un signe vraiment très important à faire attention, ou si on utilise le cannabis pour s'évader, ou si la consommation augmente au fil du temps pour ressentir les mêmes effets désirés.
OK, c'est la dernière question. Quel pourcentage des adolescents qui consomment de cannabis au Canada répondra aux critères de dépendance au cannabis? Est-ce que c'est 5%, 9%, 17% ou 25%? Je ne sais pas pourquoi la réponse ici c'est 20, mais c'est 25. Je pense que c'était mon tort, désolé. Ben, pas de problème. OK. Je vais vous donner 5 secondes peut-être. 4, 3, 2, 1. On va continuer. OK. 17%, Andrés. Quelle est la réponse? Je ne sais pas comment ils font, mais tout le monde a bien deviné aujourd'hui sans trouver les bonnes réponses, même pour les questions les plus difficiles. On voit en fait que c'est 17%. Du coup, 9% c'est pour l'ensemble des consommateurs de cannabis qui répondront aux critères d'un trouble de consommation de cannabis au cours de leur vie. Mais on voit que ce pourcentage augmente si la consommation commence avant l'âge de 15 ans. Donc, pour les personnes qui ont commencé pendant leur adolescence, 1 sur 6 personnes vont démontrer répondre aux critères du trouble de consommation de cannabis. Et en général, on sait qu'entre un quart et la moitié de la population des utilisateurs quotidiens présentent des symptômes de troubles de consommation de cannabis. Donc, je ne vais pas trop m'arrêter ici pour décrire chaque étude en particulier, mais la seule chose que je vais montrer ici, c'est que cette idée de consommation problématique a été fait l'objet de recherches depuis des années, de l'année 1994, pardon. C'est-à-dire que pour plus d'un quart de siècle, ces résultats ont été tenus en compte pour des recherches et on voit des résultats qui sont constants dans le sens où 16%, c'est le taux pour des personnes qui ont commencé à consommer quand ils étaient des adolescents, et 9% pour le taux général de la population. Donc, à ce moment, il faut considérer quels sont les facteurs de risque qui peuvent mener une personne à développer une dépendance vis-à-vis au cannabis. Donc, en fait, il y a pas mal de facteurs, et peut-être que ce sont des facteurs qui sont hors du contrôle d'une personne, par exemple le milieu dans lequel ils ont grandi, ou des traits de personnalité individuelle. Si une personne peut-être vit seule ou si elle n'aime pas se mêler avec les gens. Ou du coup, ça peut être la façon dans laquelle quelqu'un a grandi. Donc, s'il y a du traumatisme et de situations d'adversité pendant l'enfance, ça peut vraiment augmenter les chances de créer une dépendance aux substances. On voit aussi perception erronée des normes, par exemple, ces idées que je vous ai dit aujourd'hui, les adolescents pensent que tout le monde consomme ou les adolescents pensent que les policiers ne peuvent pas vraiment savoir s'ils ont consommé, s'ils sont au volant. Et des troubles, disons, dans leur environnement, s'il n'y a pas un développement ou un milieu où ils peuvent s'épanouir d'une façon saine et sûre. Donc, d'un autre côté de cette situation, on va voir les facteurs de protection qui peuvent contribuer à réduire les possibilités de développer une dépendance aux substances. Donc, la participation et l'environnement des parents, le développement de santé neurologique en termes de capacité d'adaptation et de régulation émotionnelle, et aussi un environnement qui offre un soutien sûr et de confiance, donc que ce soit dans des quartiers, à niveau scolaire ou à niveau de services sociaux. On va parler un peu sur les risques spécifiques à la jeunesse de la consommation de cannabis. Donc, quand on pense aux gens, souvent on pense à l'impact que le cannabis peut porter sur les résultats scolaires. Donc, on sait que d'après quelques études, les élèves qui commencent à consommer du cannabis au moins une fois par mois, sont 4 fois plus susceptibles de sécher les cours, entre 2 et 4 fois moins susceptibles de faire leurs devoirs et environ 2 fois moins susceptibles d'obtenir de bonnes notes. Et d'ailleurs, l'enquête canadienne sur le cannabis nous a montré que les élèves qui consomment régulièrement ont moins de chances de terminer leurs études et d'obtenir un diplôme. On a parlé un peu du côté du développement du cerveau. Donc, on sait que le développement du cerveau culmine vers l'âge de 25 ans. Donc, si une personne commence à consommer avant cet âge-là, ça pose des problèmes à niveau neurologique. On a regardé les hospitalisations et on a vu qu'entre 2017 et 2018, la consommation de cannabis a été documentée dans 40% des hospitalisations de jeunes âgés de 10 à 24 ans. C'était un taux plus élevé que pour toute autre substance. Il y a aussi des conséquences juridiques pour les jeunes qui soient en vertu de la loi.
ils peuvent être accusés sur le système de justice pénale pour les adolescents. On a déjà parlé assez sur la conduite avec des facultés affaiblies, mais un point que je veux bien souligner ici, c'est que même si les personnes âgées entre 16 et 34 ans représentent seulement 32% de la population canadienne, ils amassent 61% des décès attribuables au cannabis. Et on a dit tout à l'heure que le cannabis ou sa consommation peut porter des problèmes dans les relations interpersonnelles, ainsi que des risques dans la santé physique et la santé mentale. Donc, à ce point-ci, je pense que c'est important de rappeler aux adultes et aux jeunes qui travaillent avec la jeunesse quelles sont des stratégies auxquelles on peut faire recours pour aider les jeunes en matière de cannabis. Donc, je pense en première place, ce qu'on a fait aujourd'hui, de nous informer, de faire partie de cours, de webinaires pour accroître nos connaissances. Du coup, faire preuve d'empathie en nous mettant à leur place. Je pense que beaucoup de fois, on commence des conversations en disant quand j'avais ton âge ou quand j'étais jeune comme toi, alors que c'est important de reconnaître que les temps ont énormément changé. Et de parler dans un cadre confortable, c'est-à-dire ne le faire pas dans un environnement qui peut minimiser ou ridiculiser la jeune personne et que ni la jeune personne ni vous soit prise par le cannabis au moment d'avoir une de ces conversations parce que ça peut être un peu inconfortable. Du coup, avant de décider d'ouvrir cette porte dans cette conversation, c'est important d'être clair sur nos objectifs et de décider à l'avance ce que nous espérons obtenir. Et en plus de travailler ensemble pour parvenir à une compréhension commune avec les jeunes. C'est important de nous concentrer sur la sécurité et le bien-être et pas forcément sur démoniser tous les risques, non? Mais c'est important en même temps de fixer des limites et de comprendre les conséquences et d'aider les gens à trouver des stratégies d'adaptation saines. Donc, si on voit qu'une jeune personne fait recours au cannabis pour tout et n'importe quoi, donc c'est peut-être une bonne idée de leur recommander quel autre loisir, quel sport, quelle autre stratégie peux-tu adopter dans ta vie et ne pas seulement dépendre du cannabis. Et instaurer de la confiance. Donc, s'abstenir de donner des conférences. On dit souvent que si une jeune personne arrête de vous écouter, c'est peut-être le bon moment d'arrêter de parler. Et enfin, donnez un exemple positif, surtout si vous êtes une personne qui consomme du cannabis. Soyez prête à aider, même si le cannabis est en jeu. On sait souvent que si les jeunes personnes ont une question, la première chose qu'ils font, c'est d'aller dans leur portable et aller sur Google pour trouver une réponse. La deuxième chose, c'est de demander aux amis. Donc, montrez-vous comme une ressource qui est là et qui est prête pour aider. Et finalement, restez en contact, respectez l'indépendance des jeunes personnes et posez des questions. Je pense qu'ils sont plus susceptibles de venir vers vous si vous les approchez avec la curiosité et pas avec des jugements. On est très proche à finir notre séance aujourd'hui et je voulais juste vous souligner ici que dans le guichet qui s'appelle Handouts dans GoToWebinar, vous pouvez télécharger des ressources de soutien pour des adultes et pour des jeunes personnes pour entamer des conversations vis-à-vis au cannabis et qui ont été développées en français, donc vous pouvez bien les télécharger. Nous avons aussi notre centre de ressources sur le cannabis dans notre site internet et nous faisons partenariat avec le Evidence Exchange Network et le Cannabis Knowledge Exchange Hub. Ce sont des carrefours d'échange qui mettent ensemble de professionnels dans les milieux et qui les connectent avec d'autres personnes. Et peu importe d'où vous nous rejoignez dans le pays, nous avons mis ensemble une liste de ressources gratuites et confidentielles dans toutes les provinces et territoires du Canada. Donc, vous pouvez bien télécharger cette liste-là. Et si vous avez des personnes jeunes dans votre vie qui se demandent ou que vous pensez peuvent accéder aux services de soutien, on recommande fortement Jeunesse Écoute. C'est un organisme gratuit au niveau de tous les pays qui offre du soutien téléphonique par moyen de texto pour les personnes de moins de 20 ans. Et si vous êtes dans l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, Good to Talk, c'est notre ressource pour les personnes âgées de 20 ans et plus qui est dédiée à aider les personnes qui font face aux défis naturels à la vie postsecondaire. Et donc, tout juste pour finir, je vais vous laisser avec des stratégies à retenir lors des discussions avec les jeunes. Donc, si vous connaissez une personne qui songe à consommer du cannabis, recommandez-le de s'informer sur la consommation et les idées fausses qui circulent à son sujet. J'espère qu'on a réussi à démythifier quelques de ces idées aujourd'hui avec vous. Recommandez de limiter la consommation ou de la retarder complètement jusqu'à l'âge de 25 ans, histoire du développement du cerveau. On a déjà en parlé un peu. Prendre le temps de faire d'autres choses qui plaisent à la personne.
C'est important d'avoir d'autres loisirs, d'autres idées qui nous intéressent et éviter de consommer si vous savez que vous ou quelqu'un dans votre famille a des antécédents de troubles mentaux. De plus, prévoir un moyen de transport ou désigner un chauffeur. On a déjà parlé sur ce point, touché sur ce point plusieurs fois, donc je vais continuer. Et si vous choisissez de consommer du cannabis, surtout si vous êtes un nouveau utilisateur, recherchez des produits à faible teneur en THC. Vraiment important. Et finalement, utilisez dans un endroit sûr avec des personnes de confiance. Donc, on sait que la consommation entraîne des risques. N'augmentez pas les risques en les faisant dans un milieu ou avec des personnes desquelles vous vous méfiez, non? Donc, merci beaucoup d'avoir participé de cette séance aujourd'hui et d'avoir resté avec nous pendant la dernière heure, un tout petit peu de plus. Donc, je vous recommande ou je vous conseille de rester en contact avec nous. Voici une petite liste de webinaires et de programmes que nous avons à venir. Je la laisse là sur l'écran pour que vous puissiez lire. Et je vois quelques messages ici dans notre chat. Si vous voulez rester en contact avec notre programme, je vous recommande de visiter notre site internet youthcannabisawareness.ymcagta.org ou de m'écrire à mon courrier andres.arisa@ymcagta.org. Donc, de la part de Steve, Morgan et moi, nous vous remercions encore une fois d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose avant qu'on parte, tous les deux. Oh, peut-être pas. Il y a pas mal de questions qui arrivent dans le chat à ce moment, donc je pense qu'ils sont occupés en répondant. Mais oui, je vais lire toutes les questions. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre aide, Steve. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de questions qui ont été posées au cours de la séance. Donc, merci toi et Morgan pour avoir répondu à nos invités. Oh, merci. OK. Et aussi, avant que nous finissions, si vous souhaitez une copie enregistrée de ce webinaire, vous pouvez nous envoyer un email à ycap@ymcagta.org ou andres.arisa@ymcagta.org. Je pense que c'est tout. Est-ce que c'est les autres questions? Non, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui veulent savoir si on peut envoyer la présentation. On va télécharger un enregistrement de la séance et ça, on peut partager le lien avec nos invités. Merci beaucoup d'avoir resté avec nous, pour votre engagement, pour vos questions et pour vos commentaires à la fin. OK, tout le monde, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Passez une belle reste de votre journée.